Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette visioconférence qui est co-organisée par l'Observatoire lyonnais des libertés publiques et par le Centre culturel de rencontre du Château de Boutelard. Cette visioconférence constitue le second volet de notre cycle de 3 rencontres sous un intitulé commun, Nos libertés confinées. Alors, ces rencontres se tiennent principalement à distance pour vous qui suivez ces rencontres sur la plateforme Zoom ou par les pages Facebook du Centre culturel de Boutelard ou du Barreau. Et pour nous, ici, dans les locaux de la Maison des avocats à Lyon. Et je tiens à remercier l'Ordre des avocats du Barreau et tout spécialement le bâtonnier Serge Degas pour nous accueillir à nouveau dans ces beaux locaux. Alors, l'intention de ces rencontres, c'est de prendre le temps d'examiner et de réfléchir aux mesures législatives et réglementaires qui ont été prises depuis le mois de mars 2020 pour faire face en France à la pandémie de Covid-19 que nous connaissons. La première séance qui a eu lieu jeudi 21 janvier 2021 a permis de dresser un premier bilan des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et a permis aussi d'apercevoir sans doute derrière la technicité des dispositifs quelques évolutions plus profondes qui affectent les rapports entre l'État et les citoyens, entre la réglementation juridique et ses destinataires. La séance du jour est intitulée à partir d'une interrogation « Le droit à la santé plus fort que les libertés fondamentales ». En prenant appui sur les jalons posés il y a 2 semaines, lors de notre précédente séance, cette séance vise à analyser plus précisément la mise en tension qui se produit actuellement entre les libertés publiques d'une part et la protection de la santé d'autre part. Car il y a bien lieu ici de parler de mise en tension entre les libertés publiques et la protection de la santé, car on ne peut pas plus nier les limitations à l'exercice des droits et libertés fondamentaux qu'oublier les conséquences sanitaires désastreuses de la pandémie que nous connaissons. Alors, si on voulait prendre l'intitulé de la séance au mot et oublier le point d'interrogation qui le termine, on pourrait penser que la protection de la santé est devenue une finalité prédominante qui balaye tout sur son passage, quoi qu'il en coûte, selon la formule devenue célèbre, y compris si c'est au prix de limitation de l'exercice des libertés publiques. Évidemment, je pense que cette séance va nous aider à saisir un point de vue plus nuancé et aussi peut-être plus précis sur cette question. En outre, il est frappant de constater que ces questions s'apprécient souvent différemment selon les interlocuteurs. Les points de vue exprimés par des urgentistes, par des épidémiologistes, par des avocats, des décideurs publics et bien d'autres acteurs, tous ces points de vue ne se rejoignent pas toujours. Pour cette raison, il nous a semblé qu'il était nécessaire de réunir pour cette première séance un large panel de spécialistes issus des domaines de la médecine, du droit, de la philosophie. Au nom de l'Observatoire lyonnais des libertés publiques et au nom du Centre culturel de Boutelard, je tiens à remercier très chaleureusement nos intervenants de ce jour. Dans un premier temps, qui sera un temps introductif, je donnerai la parole au docteur François Eudron, qui est médecin, secrétaire général adjoint du Conseil régional de l'Ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis à Serge Degas, bâtonnier du Barreau de Lyon. Après ces propos introductifs, je proposerai à Thierry Fournier d'intervenir, comme il l'avait fait lors de notre première séance et comme il le fera à nouveau le 25 février 2021 pour la 3e séance de ce cycle. Thierry Fournier est artiste plasticien, commissaire d'exposition indépendant. Thierry Fournier est architecte DPLG de formation, diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Il vit et travaille aujourd'hui à Aubervilliers. Son travail est très régulièrement exposé en France et à l'étranger. Il est également coéditeur et directeur artistique de la revue Anti-Atlas Journal, revue qui est consacrée aux enjeux contemporains des frontières. Enfin, Thierry Fournier, j'ajoute qu'il est enseignant en art à Sciences Po Paris. Thierry Fournier présentera l'une de ses œuvres qui donne à voir, mais aussi à penser.
et constitue ainsi une contribution à part entière à la réflexion de cette séance. Enfin, je passerai la parole à nos deux intervenants du jour. Antoine Jameau. Antoine Jameau est juriste, il a exercé les fonctions de professeur de droit à l'Université Lumière Lyon 2 et il a été longtemps membre du conseil d'administration du Centre culturel de Boutla, une association dont il est toujours l'un des membres actifs. Et puis, notre second intervenant, Claude Gauthier, qui est professeur de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon, qui a été jusqu'à il y a peu le directeur d'une des importantes unités de recherche en sciences sociales à Lyon, le laboratoire Triangle. Un dernier mot enfin pour vous, qui nous suivez en ligne, pour vous dire que vous avez la possibilité de réagir aux propos des intervenants et surtout de leur poser des questions par l'intermédiaire du module de discussion, donc le chat de Zoom. Et après les interventions, nous aurons un temps pour la discussion. Et nous attendons vos questions, vos remarques, et j'essaierai de les transmettre du mieux que je le pourrai aux intervenants. Voilà, la feuille de route pour cette séance. Je propose sans plus attendre de vous donner la parole. Docteur François Eudron. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de votre invitation qui me fait très plaisir. Et simplement, je suis un petit peu déçu de ne pas être au château de Boutla, qui m'avait l'air quand même très sympathique. Ça sera pour une autre fois. Je suis très favorable, et l'ordre régional est très favorable aux réunions pluridisciplinaires, à tel point qu'on avait commencé à essayer de vous solliciter au mois de mars pour faire des réunions entre le groupe éthique du CROM et le groupe éthique du barreau de Lyon. Et puis, en fait, là, on a été un petit peu envahi, submergé par la pandémie, et puis les choses en sont restées là. Mais dès que cela sera possible, je pense qu'on relancera cette idée qui était l'idée de faire des réunions avec des avis philosophiques d'une part et des avis juridiques d'autre part sur les différents sujets éthiques qui nous préoccupent. Le fait d'avoir une vision pluridisciplinaire nous paraît tout à fait importante parce que la vision des différentes spécialités juridiques, philosophiques, physiques, administratives est souvent extrêmement différente. Ce qui peut apparaître, et peut-être ce sera le sujet ici, ce qui peut apparaître des aberrations pour certains, apparaissent comme des évidences pour d'autres. Et on voit que les différentes formations des uns et des autres aboutissent à des concepts qui sont différents, manier des concepts qui sont différents, et les concepts ont eux-mêmes une signification différente en fonction des spécialités. On a presque l'impression que les schémas neurologiques des juristes ou des scientifiques ou des administratifs ou des médecins sont complètement différents. Et c'est très intéressant de les confronter pour essayer de voir si on peut progresser et se comprendre un petit peu mieux. On a d'ailleurs l'impression en médecine que de se faire un peu envahir par les schémas neurologiques des administratifs qui essayent de nous imposer des modes de fonctionnement qui sont très pertinents dans l'administration, mais assez peu dans la démarche médicale. On essaye de nous imposer des relations avec les patients qui sont normalisées, qui sont un petit peu algorithmisées, ce qui n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire dans la relation particulière entre le médecin et le patient. Alors, pour revenir à la crise Covid qui nous préoccupe, il est clair que les médecins ont une vision de la crise qui est complètement différente de la plupart des autres intervenants de ce pays. Moi, j'ai une vision je vais vous exposer un petit peu la vision que j'ai moi, parce que c'est mon expérience personnelle. Elle n'est pas la même dans toutes les régions. La crise a commencé vers le mois de mars. Dans la première vague, avec le premier confinement, nous, on a eu peur, on s'est préparé, mais on n'a pas été submergé. C'est-à-dire que moi, je suis dans le centre, dans l'Allier, il n'y a pas eu de vague catastrophique comme ce fut le cas dans l'Est. Donc, on l'a vu avec une crainte qui était une crainte plus psychologique que pratique. Par contre, la deuxième vague, et là, on est en plein dedans, on a été vraiment submergé, et là, on l'a vécu dans notre chair, en quelque sorte.
qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait une sorte de distanciation entre la population et le ressenti de la population et le ressenti des médecins. Nous, on s'est fait, mais on est dedans depuis un an, presque un an. Mais on est dedans jour et nuit, en permanence. Il n'y a plus de vacances, on travaille quasiment jour et nuit parce qu'on est appelé la nuit de temps en temps. On s'habille 4 fois pour voir le même malade. Ça devient extrêmement lourd. Et les équipes fatiguent. Il y a les médecins qui sont touchés, il y a des équipes qui sont diminuées, et puis on a nos malades qui sont contaminés, et puis il y a nos malades qui meurent. Et ce n'est pas toujours facile à vivre. Donc on est quand même dans une sorte de guerre, mais en première ligne. On voit la chair à canon qui est sous nos yeux. Et quand on sort pour aller voir les courses, quand on fait les courses, on a l'impression d'être comme ces poilus de 1914 qui voyaient l'arrière qui s'amusait, qui fêtait, alors qu'eux, ils vivaient l'enfer au quotidien. On a vraiment cette impression. Les contaminations, c'est très étrange. Quand on voit nos patients, quelquefois, ils sont un petit peu insouciants. Et puis, c'est même qu'ils sont insouciants à cause d'une erreur futile, c'est-à-dire prendre le café avec... J'ai eu un patient ce matin qui a été prendre le café avec un de ses amis, qui niait un petit peu la gravité de la situation. Et puis, c'était juste un café au milieu de toutes les mesures qu'il respectait d'habitude. Et puis, ce café, il s'est fait infecter. Et après l'infection, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Lui, il est mort. Mais il y en a, c'est juste une petite grippe, ce qui n'incite pas les voisins et les autres à faire beaucoup plus attention. Et puis d'autres où c'est gravissime. Et d'autres, c'est vraiment gravissime. Et passer en réa, c'est pas facile. Être intubé, c'est pas facile. C'est des séquelles pour plusieurs années. Donc nous, on a vécu ça sur le front, avec de la peur, parce qu'on a peur d'être contaminé nous-mêmes. Moi, je travaille avec, on est un groupe de 4, et on a un qui a été malade comme un chien pendant 3 semaines. Il a perdu 10 kilos, et puis maintenant, il va bien, il est revenu. Il y en a un qui a eu une petite grippette, et puis il y a le troisième qui a passé 10 jours en réa. Donc, il est sorti il y a une semaine. Et puis moi, je suis le seul à ne pas avoir été contaminé jusqu'à présent. Donc, les médecins vivent cette peur. Et les personnels soignants vivent cette peur. Les infirmières sont plus jeunes, donc ils le vivent plus facilement, mais c'est quelque chose qui nous pèse dessus. Alors, c'est sûr que quand après, on va discuter des mesures, on a l'impression que c'est un petit peu décalé. On a l'impression que les mesures liberticides, dont on va parler tout à l'heure, et que vous allez, à juste titre, critiquer ou remettre en cause, on a l'impression qu'elles sont absolument indispensables de notre point de vue. Il est certain que notre point de vue est biaisé. On ne voit que la misère du monde. Mais la misère du monde, elle est vraiment très miséreuse. Elle est vraiment, c'est une sale maladie. Et on a vraiment l'impression que ces mesures sont indispensables. Pragmatiquement, il faut couper les liens entre les virus jusqu'à ce que le vaccin permette de clarifier les choses et libérer la situation. Donc, quand on a proposé de participer là, à ce cycle de débat, on avait l'impression de se poser des questions qui, pour nous, n'avaient pas lieu d'être. Dans le corps médical, et autour de moi, tout le monde est un petit peu unanime, on a l'impression que ce sont des questions éthérées. C'est l'arrière, si vous voulez, c'est l'arrière en 1917 qui continue à faire la fête, qui se pose des questions sur la justification de la guerre, alors que nous sommes dans les tranchées et qu'on voit tous ces morts qui arrivent. J'ai eu cette impression. Je pense néanmoins que votre réflexion est tout à fait justifiée, parce qu'il est vrai que les mesures administratives, une fois qu'elles sont prises, des fois, il y a des difficultés à revenir en arrière. On le voit bien pour les mesures contre le terrorisme, on le voit il est possible que ça soit aussi le cas pour les mesures contre les épidémies. Et dans ce sens, le fait d'initier une réflexion dès maintenant est un poids important pour prendre date pour l'avenir. Mais du point de vue des médecins, il est clair que
les mesures actuelles qui sont prises pour le confinement, enfin les couvre-feux, les distanciations sociales et les confinements sont des mesures qui sont absolument indispensables. Et malgré ces mesures, on voit arriver des gens dans un état catastrophique et on voit mourir les gens. Et quand on est sur place, quand on est auprès des gens qui sont en train de mourir, c'est pas pareil que quand on est au supermarché en train de faire ses courses. Donc, je suis très, très heureux d'avoir ce débat avec vous. J'espère que qu'il y aura des opinions très différentes parce que je comprends tout à fait que quand on n'est pas au contact de tous les morts qui arrivent, enfin, qui meurent sur place, qui meurent dans nos bras, hein, on puisse avoir une vision différente. Mais c'est difficile, encore une fois, quand on est au front et quand on se bat, d'avoir une réflexion d'un peu plus haut. Voilà, je vous remercie et puis j'espère que les questions-réponses seront intéressantes et j'espère surtout que vous aurez des opinions un petit peu différentes d'un combattant de première ligne, quoi. Merci beaucoup, Dr Audron, pour votre propos introductif qui me semble avoir le grand mérite de retisser des liens entre la thématique et des êtres humains, donner de l'incarnation, et peut-être aussi des liens avec des pratiques professionnelles qui nous aident à resituer le fait que la situation actuelle s'inscrit dans l'évolution des pratiques professionnelles de la médecine qui est beaucoup plus ancienne que la crise actuelle. Donc, merci beaucoup et je donne tout de suite la parole au bâtonnier, Monsieur Degas. Maître, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux de participer, de vous accueillir pour cette deuxième conférence sur la thématique que nous avons choisie au sein de l'Observatoire des libertés publiques, qui est donc une création initiée par l'Ordre des avocats de Lyon et qui a vocation à fédérer un grand nombre de professionnels, parmi lesquels les médecins, et je suis très heureux que le Conseil régional de l'Ordre des médecins ait accepté de participer à cet événement. Je remercie également le docteur Audron que nous venons d'entendre. C'est également une grande satisfaction de travailler avec le Centre culturel de Goutela parce que ce centre culturel, c'est aussi une partie importante de l'histoire du barreau lyonnais, puisqu'il a été institué, créé, et Goutela, le château lui-même, a été, je dirais, réhabilité par des avocats lyonnais qui ont marqué le barreau par leurs initiatives. Évidemment, on pense au bâtonnier Paul Bouchet, au bâtonnier Bonnard, à Maître Jean Delay, ou bien encore au bâtonnier Berger ou à Robert Guillaume. Donc, c'est très important pour nous de travailler sur les libertés en collaboration avec tous ces professionnels et avec le centre culturel du château de Goutela. Nous aimerions tous y être effectivement en ce moment. Et d'ailleurs, cette impossibilité d'y être est justement la traduction de ce que l'on vit aussi en ce moment en termes de privation de liberté, bien sûr. Et c'est toute la thématique d'aujourd'hui. J'ai été frappé par ce que disait le docteur Audron il y a un instant. Il utilise sans doute à juste titre des termes qui font référence à la guerre et même à la Grande Guerre, puisque ces références étaient celles de 1914 ou 1917. Et on comprend qu'aujourd'hui, en effet, ce sont d'ailleurs les termes qui avaient été utilisés par le chef de l'État, nous vivons une guerre, mais c'est pour les citoyens que nous sommes, en partie une guerre un peu invisible, ce qui explique ce décalage entre le sentiment d'urgence qu'éprouvent les médecins sur le terrain, qui en effet voient des gens mourir, ont des difficultés à accomplir leur mission, qui sont quasiment héroïques dans ces temps, et puis bon, la population qui ne comprend pas toujours, et la communauté des juristes qui s'interroge. Pourquoi la communauté des juristes s'interroge? Parce que, là aussi le docteur Audron l'a évoqué, c'est que ce qui est provisoire, ce qui correspond à une période de lutte, peut malheureusement s'ancrer dans la réalité juridique d'un État démocratique. On l'a vu en effet avec l'état d'urgence de 2015, destiné à lutter contre les graves attentats terroristes dont nous avions été victimes. On le voit aujourd'hui avec l'état d'urgence sanitaire qui a été créé
de toutes pièces, sans habilitation constitutionnelle, et alors qu'on pouvait penser que les instruments, l'arsenal juridique existant, pouvaient permettre de répondre à la crise sans pour autant proclamer un état d'urgence. État d'urgence qui va être prolongé jusqu'à une durée qui finalement demeure aujourd'hui inconnue et en dehors d'un contrôle parlementaire en particulier suffisant. Donc ça pose question sur la concentration des pouvoirs qui est opérée quand même aujourd'hui par l'exécutif et principalement par l'Élysée. Et par ailleurs, ça pose une question de la sauvegarde et de la pérennité de notre état de droit. Parce que finalement, je reprendrai un petit peu l'idée énoncée par le professeur Dominique Rousseau, qui indiquait qu'aujourd'hui, la peur avait pris les commandes. C'est vrai, le docteur Audron a parlé de la peur légitimement ressentie par ceux qui doivent traiter les malades, par ceux qui sont frappés par la maladie, dont un membre de la famille ou un proche est victime. Est-ce que la peur a pris les commandes? Pour combien de temps? Et cette prise de commande n'est-elle pas de nature à justement mettre à bas un certain nombre de conquêtes très précieuses pour notre État démocratique, conquêtes qui n'ont quand même pas été évidentes et qui sont finalement retranscrites dans l'article 2 de la déclaration de 1789, l'État étant là pour protéger les droits naturels imprescriptibles des humains, parmi lesquels la liberté d'aller et de venir. C'est une conquête. C'est une conquête. Or, le professeur Rousseau nous dit, est-ce qu'on ne retourne pas ainsi à la société de la peur, aux origines, et est-ce que la population ne sera pas, à un moment donné, dans sa torpeur et prise par cette terreur, finalement, tentée de renoncer à défendre ses droits? Est-ce que les politiques ne seront pas tentés non plus, l'exécutif en particulier, quel qu'il soit, de gouverner les conduites humaines dans l'avenir en faisant fi de ces conquêtes? Et puis j'ai été frappé aussi dans mes lectures par l'analyse qui avait été faite par un autre professeur de droit, la professeure Ariane Vidal-Naquet, qui elle parlait de la perte de confiance dans le droit et de la disparition de cette confiance légitime parce que les états d'urgence successifs, et en particulier celui que nous vivons actuellement, finit par briser cette confiance du citoyen dans la loi parce que nous devons affronter aujourd'hui une multitude de nouvelles normes, des incohérences manifestes quand même. On peut citer plein d'exemples, mais par exemple, on peut fermer les commerces de proximité et laisser ouverts les grandes surfaces. On peut imposer un couvre-feu le 31 décembre, mais pas le 24 décembre. On divise la population en différentes catégories ici, que ce soit géographique ou en fonction de l'exposition de ces personnes. Bref, des incohérences, des contradictions, une multiplication des normes, des difficultés à les interpréter, un changement aussi incroyable dans un espace-temps très réduit des dispositions législatives ou réglementaires applicables, une mise en cause générale des droits, des droits de la défense également, il ne faut pas l'oublier, parce que nous, avocats, nous sommes aussi présents sur le terrain et défendons la vie des gens qui parfois sont empêchés de se défendre aujourd'hui par l'imposition de ces règles issues de l'état d'urgence. Et donc tout ça m'amène à poser cette question. Est-ce qu'on arrivera, si on traverse cette crise, je l'espère assez rapidement, à restaurer toutes nos conquêtes et l'état de droit tel que nous l'avions construit depuis 2 siècles? Et c'est vraiment une question qui mérite d'être posée. Est-ce que la dérive que l'on connaît actuellement ne risque pas de produire des effets définitifs? Donc voilà, je n'en dirai pas davantage. C'est plein d'idées qui sont évidemment énoncées un peu dans le désordre, mais on voit bien la tension qui existe en effet entre ce droit et cette nécessité de protéger la sécurité sanitaire et les inquiétudes que l'on peut avoir sur, dans la durée,
la protection de notre état de droit qui est indispensable à une véritable société démocratique. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Merci, Monsieur Degas. C'est vrai qu'en écoutant votre propos, on se dit que la crise actuelle du Covid est finalement un observatoire assez extraordinaire d'une situation ou de questions qui dépassent sans doute la crise, puisque finalement les tensions que nous voyons aujourd'hui mobilisent des questions liées à la confiance des citoyens, au mode de gouvernement, des questions qui sont en fait beaucoup plus anciennes que cette crise et qui sans doute ne disparaîtront pas avec cette crise. Donc, nous avons là entre les mains une possibilité un cas, on va dire, un cas emblématique, mais qui pose des questions plus larges. Je crois que vous l'avez pointé de façon très juste et qui va être confirmé, je le pense, dans la suite de cette séance. Merci donc beaucoup pour votre propos et je voudrais donc maintenant proposer à Thierry Fournier de prendre la parole pour présenter une œuvre qui s'intitule Grave, c'est la seule chose que je dirais à ce sujet, mais qui, je crois, s'articule tout à fait avec ce qui a été dit jusqu'à présent, avec la thématique de cette séance, finalement cette idée d'une réécriture de quelque chose qui se réécrit sans cesse. Et donc la question qui se pose à nous, c'est est-ce que la pièce que nous vivons en ce moment est une pièce qui se réécrit ou quelle est sa singularité? Donc voilà comment, en tout cas, moi, je saisis votre œuvre, mais c'est vous qui allez en parler mieux que moi. Thierry Fournier. Merci beaucoup. Merci encore une fois à Grégory Diguet pour son invitation à participer à ces 3 rencontres. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Alors, en effet, comme je parle d'art, je suis en même temps extrêmement sensible à toutes les questions que vous avez soulevées. Je vais tout de même vous proposer de faire un petit pas de côté, puisque le thème de cette rencontre, c'est-à-dire le droit à la santé plus fort que la liberté fondamentale, me semblait aussi poser la question de ce que l'on attend de la technique et du pouvoir de la technique sur la société. Voilà, donc dans ce sens-là, je vais vous montrer 2 œuvres. Une première en introduction qui va poser un peu ce débat-là, et ensuite, en effet, Grave, que vous introduisiez tout à l'heure. Je vais me mettre en partage d'écran. Voilà. Normalement, vous avez l'image, est-ce le cas, s'il vous plaît? Tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, oui, donc, en résumé, d'une manière assez rapide, je peux dire que ma pratique d'artiste consiste souvent à provoquer des confrontations. C'est-à-dire, je mets en présence des êtres et des choses pour interroger les limites de l'humain, aussi les limites du corps, d'ailleurs, et les relations qu'on entretient avec le monde. Alors, ces questions concernent aussi bien des enjeux collectifs ou sociétaux que les relations entre les humains et ce qui les entoure. La nature, les objets, la technique, etc. La relation que nous entretenons en fait avec tout ce qui n'est pas nous, quoi. Et les virus en font partie aussi, évidemment, comme l'explique très bien Bruno Latour en ce moment. Donc je vais vous montrer rapidement une première pièce pour illustrer ces enjeux, avant d'aborder la pièce Grave dont on parlait. Alors il s'agit d'une pièce qui s'appelle La Sonde. C'est une installation que j'ai créée cette année, enfin en 2020, en étant invité par le Festival d'art contemporain L'Art dans les Chapelles, à Pontivy, en Bretagne. Elle était exposée dans la chapelle de Malgena, qui date du XVIe siècle. Alors en fait, la pièce est constituée, là, comme on peut le voir sur l'image, d'une sorte de dispositif robotisé qui se trouve au milieu de l'espace, un peu comme si c'était une sonde spatiale qui avait atterri là, quoi, qui avait été posée là, et qui comprend un gros projecteur qui éclaire avec un rectangle très très fort et qui scanne absolument tout l'espace qui se trouve autour de lui, quoi, comme s'il l'explorait et qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Et en même temps, sur la tête, il a une sorte de caméra qui filme tout ce qu'il éclaire. L'image de la caméra, on le voit là, est retransmise sur un grand écran qui est juste posé contre le mur à côté. Donc, on voit exactement ce qu'il voit.
Et du coup, cet écran qui est juste à côté prend aussi en quelque sorte le statut d'une peinture, un peu comme si c'était une peinture de l'église qu'on aurait détachée du mur et qu'on aurait posée au sol comme ça, mais qui serait vivante et qui du coup résulterait d'un regard vivant qui est en train qui est en mouvement et qui est en train de regarder l'espace et qui essaye de comprendre l'espace. Euh, Pendant ce temps-là, en même temps qu'il éclaire l'espace et qu'il le filme, le dispositif parle également avec une voix de synthèse, comme s'il essayait de comprendre et de décrire ce qui l'entoure en fait. Donc il se pose des questions sur le lieu, qu'est-ce que c'est, exactement comme s'il ne savait pas ce que c'était qu'une église en fait, comme s'il ne savait rien des humains. On l'a posé là et il se demande ce que c'est que cet espace, qu'est-ce que c'est que ces figures qu'on voit sur les murs, ces peintures, etc. Donc il porte sur le monde un regard absolument vierge, quoi, vraiment comme une machine alien qui serait arrivée là et qui ne connaîtrait rien de nous, quoi. Voilà, je vous montre une très courte vidéo du projet. Quel est ce lieu? Je ne le reconnais pas. J'ai pourtant des informations, mais je ne reconnais rien, ni les parois, ni les entités que je peux voir contre ces parois. Je les observe tout autour de moi, lentement. Qu'est-ce que c'est? Je les vois à peine. Je les discerne. Vous avez bien le son, hein? Il y a comme des êtres. Des êtres seuls, mais aussi multiples, et des traces tout autour. Je vois un corps, ou plusieurs. Est-ce un visage? Qu'est-ce que ce regard? Ici, c'est le silence absolu. Le silence accordé des solitudes. Aucun son, je l'entends. Je me recule. J'écoute. Je vois. Je suis une vision. Entièrement et uniquement seule. Je suis apparu ici. Mon regard pivote autour de moi-même. Je recherche. Je sonde tout ce qui m'entoure. Je parcours l'espace comme une surface. J'en expérimente la longueur, la hauteur, l'élévation, la profondeur. J'embrasse ces parois, je les caresse du regard pour les saisir. Voilà, donc l'œuvre fait aussi évidemment référence aux images d'apparition qu'on trouve dans la peinture de la Renaissance, hein, où l'irruption d'un ray de lumière représente souvent le surgissement du divin dans un espace, sauf que là, en l'occurrence, au lieu de venir de l'extérieur, la lumière vient de l'intérieur, quoi. Donc en fait, c'est comme si tout le dispositif lui-même produisait une sorte d'apparition et que l'on interrogeait les limites entre l'humain, le divin et la technique. Qu'est-ce qu'une vision? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est la vision divine ou est-ce que c'est la vision qui est produite uniquement par la technique et par une machine? À quoi est-ce qu'on a affaire ici?
Donc, en effet, le projet peut évoquer l'attente d'ordre religieux que l'on entretient aujourd'hui à l'égard de la technique, à l'égard des technologies, et notamment de l'intelligence artificielle, dont le motif récurrent est le dépassement des capacités humaines, le dépassement par la technologie des capacités humaines. Voilà donc ce qui constitue une sorte d'introduction autour de ces questions de limites de l'humain à cette installation donc, qui s'appelle Grave, qui est une installation que j'ai créée à l'automne 2020 et qui est exposée en ce moment même à Marseille, à Aix-en-Provence d'ailleurs, pardon, dans le cadre de la Biennale Chronique. Donc en fait, c'est une installation très très simple et c'est composé d'un très très grand écran qui fait 1,80 m de long à peu près, qui est posé au sol et qui diffuse l'image d'une pierre tombale dont les inscriptions ne cessent jamais de se réécrire, comme si elle était restée vivante. C'est-à-dire le nom, la date de la mort et l'épitaphe ne cessent de se réécrire en permanence. Voilà, je vous laisse un très court instant de vidéo avant de reprendre la description. Voilà, donc ce qui m'intéressait dans cette pièce, c'est d'évoquer, pour le coup, assez ironiquement, une idéologie transhumaniste, hein, vraiment, qui est celle d'une réécriture illimitée de la vie, où tout serait toujours possible grâce à la technologie. Et évidemment, ça fait référence aussi enfin, je pense, on éprouve ça tous les jours en ce moment, la question du solutionnisme technologique, c'est-à-dire l'idée qu'à toute question humaine, il y aura une réponse sous la forme d'une techno qui pourrait la résoudre. Donc c'est une sorte de mort zombie, comme si la tombe continuait à se recalculer en permanence, à chercher la meilleure phrase pour résumer sa vie, et évidemment, elle n'y arrive jamais. Voilà. Ça fait penser un peu à Samuel Beckett, au final, c'est une sorte de situation de l'absurde, comme ça. Voilà. Et on peut dire aussi que c'est une sorte de vision de l'enfer, c'est-à-dire l'enfer, c'est-à-dire traditionnellement là où les âmes continuent d'errer pour toujours sans jamais en finir, sans jamais trouver la paix. Et le nom qui figure sur la tombe, John Doe ou Jane Doe, c'est le nom qui est utilisé dans tous les pays anglophones pour désigner les personnes qui sont inhumées sans qu'on connaisse leur identité. Et ici, la date du décès varie en permanence, 2049, 2172, etc. Mais la date de la naissance, elle, est toujours 2020, comme si cette tombe était la tombe de quelqu'un qui naîtrait en ce moment même et qui serait en quelque sorte déjà promise à un devenir programme, un devenir technologique, au sens un peu dystopique et deleuzien du terme. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Thierry Fournier. Merci d'avoir, je pense très utilement dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, réintroduit la technique, puisque la tension entre protection de la santé et liberté publique passe beaucoup par des dispositifs techniques. On pense évidemment à comment l'application Stop Covid peut pallier des déficits de masques, par exemple. Et la situation actuelle, finalement, nous a beaucoup conduit à réfléchir à la façon dont nous avons des prises sur le monde. Et on voit bien comment la technique et des instruments comme la modélisation, par exemple, sont devenus des objets d'interrogation qu'il convient, je pense, de repolitiser beaucoup plus fortement qu'on ne le fait parfois.
Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Et nous aurons bien sûr l'occasion, peut-être dans le cadre de la discussion, d'échanger à ce sujet. Mais dès à présent, je vais donner la parole aux deux intervenants de cette séance. Donc Antoine Jameau, qui prendra la parole en premier, qui était professeur de droit donc, à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du Centre culturel de Boutla. Antoine Jameau. Merci beaucoup. Je pense que des interventions de la journée, celle que je m'apprête à vous proposer, sera la plus sèche, la plus froide, car le propos est de décrire l'état du droit s'agissant du rapport entre ce qu'on appelle, j'introduirai une nuance dans un instant, le droit à la santé et ou plutôt les autres droits et libertés fondamentaux. Une précision, je ne suis pas spécialiste de ce domaine des droits et des libertés fondamentaux, ni du droit constitutionnel. C'est vraiment en tant que membre du Centre culturel du Boutla que j'interviens, dans la mesure où, au sein de ce groupe, nous entreprenons de réfléchir à des questions qui concernent le droit. Donc, c'est au regard d'un bagage général de juriste depuis un gros demi-siècle que je vais tenter de faire le point en réponse à la question qui nous a servi d'intitulé pour cette séance. Le droit à la santé, plus fort est-il plus fort que les libertés fondamentales? Alors, il ne viendrait à l'idée de personne de nier que le Conseil d'État lui-même le dit à plusieurs reprises dans ses décisions, que la liberté d'aller et venir, que le droit au respect de la vie privée, que la liberté d'entreprendre, voire la liberté du travail, la liberté de culte, sont affectées, sont restreintes par les mesures qui se succèdent depuis un an bientôt, qu'il s'agisse de mesures législatives, mesures prises par ordonnance ou dans le cadre constitué par la loi ou les ordonnances, par des mesures décrétées ou arrêtées par l'exécutif. Pourtant, à la question qui est formulée en intitulé de notre séance, je ne répondrai pas par l'affirmative. Il n'est pas vrai que le droit à la santé, ou ce qui en tient lieu, soit plus fort que les autres droits et libertés fondamentales ou libertés fondamentaux. La réponse serait une réponse du genre « ça dépend ». Il y a des conditions dans lesquelles les exigences de sauvegarde de la santé l'emportent sur la pleine jouissance des droits et des libertés fondamentaux. Il y a aussi des limites que ces droits et libertés fondamentaux ont imposé effectivement, notamment à travers des décisions de haute juridiction française, aux exigences que l'exécutif avait cru pouvoir tirer de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Alors, pour comprendre les choses, je pense qu'il est indispensable de proposer un rapide tableau de l'économie des droits et des libertés fondamentaux dans le système juridique de la République française. Il s'agit de droits et de libertés qui sont garantis par ce que nous appelons des normes du plus haut niveau dans l'ordre interne, des normes constitutionnelles, c'est-à-dire des normes que, notamment, le Conseil constitutionnel tire de l'interprétation d'un certain nombre de textes solennels, la Constitution de 1958, mais aussi la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais aussi le préambule de la Constitution de 1946. Et tous ces droits, toutes ces libertés, on les appelle aujourd'hui fondamentaux, précisément pour signifier qu'ils sont consacrés au plus haut niveau de la hiérarchie normative, qu'ils s'imposent a priori aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux arrêtés, etc. Alors, ces droits et libertés, bon, il y a d'abord la liberté individuelle ou liberté personnelle, qui se décline en liberté d'aller et venir, liberté de choix du domicile, droit au respect de la vie privée, etc. Il y a ce qu'on appelle les libertés de l'esprit, dont les principales
voient leur consécration avec la Déclaration des droits d'août 1789, la liberté de conscience, la liberté religieuse, qui en a un aspect, la liberté du culte, qui est un peu plus que la liberté religieuse, puisque notamment le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État le rappellent, ça implique la possibilité de participer avec d'autres à des rites. Ce n'est pas simplement une liberté de croire. Il y a la liberté d'opinion, la liberté d'expression et de réunion. Liberté d'expression et de réunion dont se déduit, d'après le Conseil constitutionnel, la liberté de manifester, la liberté de l'information, etc. Il y a la liberté du travail, la liberté d'entreprendre, la liberté d'association, la liberté syndicale. Voilà pour un petit rappel de ce que sont les principales libertés, les principaux droits fondamentaux. Alors, une chose qui me paraît indispensable de préciser, c'est que ces droits et libertés fondamentaux, garantis par la Constitution, sont reconnus au bénéfice, non pas des Français, mais de toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Et j'insiste sur ce point parce que je suis très irrité d'entendre sans cesse parler des Français. On protège les Français, je veux protéger les Français. Les Français pensent que ci, les Français pensent que ça, les Français font ceci, les Français font cela. Sont concernés, du point de vue du thème de ce jour, toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, c'est-à-dire notamment pas loin de 5 millions d'étrangers qui résident sur le territoire de la République française. Alors, il faut ajouter, pour compléter ce tableau de la reconnaissance, de l'économie de la reconnaissance des droits et libertés fondamentaux dans la République française, sur le territoire de la République française, que sur ce même territoire, d'autres instruments que les normes constitutionnelles contribuent à la reconnaissance et à la garantie de ces droits et libertés fondamentaux, des instruments internationaux, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 dans le cadre du Conseil de l'Europe, ou même le pacte international des Nations Unies, enfin les pactes internationaux des Nations Unies de 1966. Alors, le deuxième point à préciser dans cette présentation de l'économie générale des droits et des libertés fondamentaux dans la République française, c'est que selon ce que nous appelons une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, des restrictions peuvent être apportées à ces droits et libertés fondamentaux, à l'exercice de ces droits et des libertés fondamentaux pour différents motifs, pour des motifs d'intérêt général, mais aussi, ce qui est dans une forme de déclinaison, pour la sauvegarde, la satisfaction d'autres droits et libertés fondamentaux. Autrement dit, il y a analyse de certaines situations en termes de conflit entre droits et libertés fondamentaux, et la doctrine du Conseil constitutionnel est que ces droits et libertés fondamentaux peuvent subir restrictions, notamment pour la sauvegarde d'autres droits et libertés fondamentaux. L'exigence constante du Conseil constitutionnel est que l'autorité qui prend une mesure de nature à porter atteinte à un droit et une liberté fondamentale doit prendre une mesure adaptée, nécessaire, proportionnée. La grande idée est celle de conciliation équilibrée. Il faut réaliser une conciliation équilibrée. Une restriction à une liberté, à un droit fondamental est admissible si elle procède d'une conciliation équilibrée à travers une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée. Alors, parmi les droits et libertés fondamentaux qui justifient des restrictions à d'autres droits et libertés fondamentaux, il y a ce qu'on peut appeler le droit à la santé. Alors, ce droit à la santé, ce que nous appelons dans notre jargon sa positivité, est un peu délicate à caractériser, parce que, certes, dans le préambule de 1946, il est énoncé au titre des principes économiques, sociaux, particulièrement nécessaires à notre temps, il est énoncé que la nation garantit à tous la protection de la santé. Alors, le Conseil constitutionnel, pendant un certain nombre d'années, lorsqu'il a eu à se prononcer sur des cas de figure qui mettaient en cause la santé ou des mesures prises au nom de la sauvegarde de la santé, a parlé de droit à la santé, de principe de protection de la santé, d'exigences constitutionnelles
de protection de la santé. Depuis quelques années, et en tout cas très nettement depuis le début de l'année 2020, puisqu'il a eu pas mal d'occasions de se prononcer sur ces questions-là, il parle d'objectifs, de valeurs constitutionnelles de protection de la santé. Un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, ce n'est pas exactement un droit A. C'est plus exactement une habilitation à prendre des mesures. C'est à la fois une habilitation à prendre des mesures et un devoir de prendre des mesures. C'est-à-dire que l'État a habilitation à restreindre la jouissance de certains droits et libertés autres que le droit à la santé, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Il a aussi le devoir de le faire. Et cette catégorie d'objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé a été effectivement assez souvent sollicitée au cours des derniers mois. La question donc, de savoir s'il existe un droit à la santé, c'est une question que je ne vais pas développer ici. Elle se pose notamment au regard de certains énoncés du Code de la santé publique, notamment un énoncé qui date de la loi Kouchner de 2002 sur la santé, qui parle de droit fondamental à la protection de la santé. En tout cas, ce qui va nous intéresser ici, c'est cet objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, parfois de la santé publique, dit le Conseil d'État. Alors, la question, c'est quelle contrainte cette exigence d'une conciliation équilibrée fait-elle peser sur les mesures qui sont prises, alors s'ils sont prises soit par voie législative, soit par voie réglementaire. Donc, deux juridictions suprêmes françaises ont eu au cours des derniers mois, jusqu'à tout récemment, l'occasion de se prononcer sur des cas de figure de ce genre, le Conseil constitutionnel, qui est juge de la constitutionnalité des lois, et le Conseil d'État, qui est saisi souvent d'ailleurs en référé, ou alors qui est saisi par voie de recours contre des décisions qui sont prises notamment par des tribunaux administratifs statuant en référé. Pour essayer de prendre la mesure, dans un temps aussi limité que celui qui est imparti, de ce que requiert cette nécessité de conciliation équilibrée, qui fait que l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé justifiera certaines mesures, mais parfois sera impuissant à justifier d'autres mesures. On peut en prendre la mesure à travers, on peut essayer d'apprécier à travers une série de décisions. Alors, sauf erreur de ma part, 8 décisions ont été rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la conjoncture actuelle. Je m'attacherai surtout à celle du 11 mai 2020, qui s'est prononcée sur le recours des députés de l'opposition contre la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, la loi qui allait être promulguée d'ailleurs le 11 mai 2020, en toute allure, et qui complétait les dispositions de la loi précédente, celle qui a créé cette figure de l'état d'urgence sanitaire, la loi du 23 mars. Alors, le Conseil constitutionnel nous dit, et là ça fait écho à ce qu'a dit tout à l'heure le bâtonnier Degas, nous dit que la Constitution française n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas une nouveauté. Le Conseil constitutionnel l'avait déjà dit à propos de l'état d'urgence général, l'état d'urgence de la loi de 1955, il y a quelques années. Et c'est une assertion qui a été discutée par quelques constitutionnalistes, une assertion que la Constitution française ne fait pas obstacle, car en effet, posé par la loi un cadre pour que l'exécutif prenne des mesures, c'est d'une certaine manière pratiquer une forme de délégation par le Parlement des compétences qui lui sont propres. Et ce type de délégation, il est réglé dans la Constitution de 1958 par la procédure des ordonnances. Donc, je comprends que l'assertion du Conseil constitutionnel fasse hésiter. Mais la décision du 11 mai 2020, elle a surtout estimé qu'il y avait, en la circonstance, conciliation équilibrée entre l'objectif de protection de la santé et les droits et libertés fondamentaux, d'autres droits et libertés fondamentaux, dans la mesure où ces dispositions prévoyaient que l'état d'urgence sanitaire
soit déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Donc, il y a une caractérisation d'une situation assez grave pour justifier la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. La question, évidemment, c'est que faut-il entendre par en cas de catastrophe sanitaire mettant gravement. Mais là, on se heurte à une limite inhérente à la technologie du droit. Le droit, c'est du langage, c'est du verbe qui essaye de mettre des choses en ordre, de faire advenir certaines pratiques, certains comportements à partir de mots qui, évidemment, sont toujours sujets à l'interprétation et servent de cadre de pratique et de légitimation d'appréciation ponctuelle. En outre, le Conseil constitutionnel fait remarquer que l'état d'urgence sanitaire est proclamé et déclaré pour un temps limité, que des mesures qui sont prises dans ce cadre ne sauraient avoir pour justification que la garantie de la santé publique, que le juge administratif, évidemment, est toujours susceptible d'être saisi pour vérifier le caractère adapté et proportionné des mesures qui sont adoptées par l'exécutif, un certain nombre d'autres considérations qui tendent à faire valoir que l'état d'urgence sanitaire limite les mesures qui peuvent être prises, les mesures restrictives des libertés et droits fondamentaux qui peuvent être prises par l'exécutif. Alors, il y a une justification du même tonneau, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, s'agissant d'autres mesures qui sont prévues par le cadre général de l'état d'urgence sanitaire, les mesures de mise en quarantaine et les mesures de placement en isolement. Là encore, le Conseil constitutionnel fait ressortir qu'il y a des limitations, qu'il y a des garanties, mais des limitations qui sont, par hypothèse, verbales. Des limitations verbales. Finalement, le Conseil constitutionnel va censurer quand même dans cette décision du 11 mai 2020 une disposition, celle qui met dans le cercle des personnes ayant accès à des données personnelles les organismes qui assurent un accompagnement social des intéressés. Là, on a le sentiment que le Conseil constitutionnel ne peut pas laisser passer quand même totalement cette loi et censure une disposition qui est une disposition importante, certes, mais assez subalterne dans le cadre général de cette loi régissant l'état d'urgence sanitaire. Alors, j'ai dit, le Conseil constitutionnel estimait que les mesures étaient adaptées, étaient proportionnées. Gros problème, c'est celui de l'appréciation de la proportion. Alors, j'ai souvent entendu dire que les juridictions françaises, qui avaient découvert l'exigence de proportionnalité assez récemment, ne pratiquaient pas comme le font certaines juridictions étrangères, notamment, semble-t-il, le tribunal constitutionnel allemand, que l'appréciation était un peu légère, assez peu motivée. Bon, le défaut de motivation, c'est un caractère général des juridictions suprêmes françaises, mais il est bien entendu que l'appréciation de la proportionnalité suppose, de la part des juges, des compétences singulières. Et à cet égard, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel ne cesse de dire, et il l'a fait d'ailleurs dans une des décisions rendues en matière d'état d'urgence sanitaire, que lui-même, Conseil constitutionnel, ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause une appréciation du risque lié à l'épidémie. Donc, on sent bien là qu'il y a une limite du contrôle possible du caractère équilibré de la conciliation qui est en discussion devant le Conseil constitutionnel et qu'on a là donc une limite radicale à la nature du contrôle, à l'importance du contrôle que les juridictions peuvent exercer sur les mesures prises au titre de l'état d'urgence. Il est certain que nous allons avoir, enfin je pense plutôt, que nous allons avoir dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, d'autres occasions de voir le Conseil constitutionnel se prononcer sur des mesures concernant l'état d'urgence sanitaire. D'abord parce qu'avant-hier, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, c'est-à-dire en dernière lecture, la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021 et qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi pour établir un régime pérenne de l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a un an, le Parlement a adopté un régime de l'état d'urgence sanitaire en limitant la validité
jusqu'à, je ne sais plus quelle date, je crois que c'est en avril de 2021, en disant nous n'avons pas assez de recul pour adopter un régime adéquat et il faut que la question de la construction de ce cadre de l'état d'urgence sanitaire soit débattue à nouveau devant nous dans quelques jours. Voilà. Alors, quand même, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions prises par voie réglementaire au titre de l'état d'urgence sanitaire. Ça concerne notamment les avocats, puisque ces deux censures ont été prononcées à l'égard de dispositions de l'ordonnance de mars 2020 qui portait adaptation des règles de procédure pénale. Il y a une des décisions qui a été évoquée par un des intervenants à la séance passée, qui est une décision du 15 janvier sur la possibilité de recourir sans l'assentiment de toutes les parties à la visioconférence, en clair. Et puis, il y a plus récemment une décision, sans doute plus importante, plus significative, du Conseil constitutionnel, qui censure des dispositions prolongeant les délais de détention provisoire ou d'assignation à résidence dans des conditions qui ne requièrent pas systématiquement l'autorisation d'un juge judiciaire que la Constitution de 1958 institue gardien des libertés individuelles. Alors, vous avez compris que je soulignais d'une part que le Conseil constitutionnel posait des exigences à la validité des mesures qui encadrent l'état d'urgence sanitaire, mais que son contrôle était un contrôle dont l'intensité était sujette à caution, parce que ça passe par un contrôle de proportionnalité, par une appréciation de proportionnalité dont lui-même avoue qu'il n'a pas tous les moyens par sa fonction. Et cela encore ne concerne-t-il que le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le cadre des mesures concrètes qui frappent, pour l'essentiel, les citoyens, les personnes qui résident, qui ne sont pas toutes citoyennes, sur le territoire français. Donc, il est intéressant de voir ce qui se passe du côté de la justice administrative, car c'est le juge administratif qui va recevoir la plupart des recours, qui va devoir traiter la plupart des recours qui touchent des mesures qui sont prises par l'exécutif, par voie de décret ou par voie d'arrêté, au titre de l'état d'urgence sanitaire. Alors, le temps me manque pour faire le tour non seulement des quelques 80 décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État dans cette conjoncture, mais même d'évoquer certaines d'entre elles. Ce que l'on peut dire, rappeler, je pense ici, c'est que la plupart des recours, qui sont des recours de référé liberté ou de référé suspension, devant le Conseil d'État, ont été rejetés, avec des décisions extrêmement motivées. Alors, c'est une motivation répétitive qui fait référence à la gravité de la situation, à l'avis des experts, etc. Au total, donc, le gouvernement peut dire, dans l'exposé des motifs de sa loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, que preuve est ainsi apportée que les mesures étaient justifiées, puisque le Conseil d'État estime qu'elles ont été justifiées. Il y a quand même un certain nombre de succès qui ont été obtenus par les requérants. Je pense à la suspension de l'usage des drones par la préfecture de police de Paris. Je pense à la suspension de la mesure qui, à un temps, restreignait la possibilité de manifester à un nombre de personnes n'excédant pas 10 personnes, pas 10. Il y a eu aussi des décisions concernant la liberté du culte catholique dans la circonstance. Bon, et puis, il y a eu des mesures qui consistaient, des mesures qui ont été censurées, qui consistaient à suspendre les demandes, l'enregistrement des demandes de droit d'asile. Là, le Conseil d'État n'a pas laissé passer. Ou plus récemment, à la demande de la CIMAD, une décision du Conseil d'État, c'est une décision qui a quelques jours, décision du Conseil d'État concernant le regroupement familial. Donc, il y a des limites qui sont effectivement marquées par des décisions de censure, de dispositions décrétales ou de dispositions d'arrêté, mais d'une façon générale, bien entendu, on peut s'interroger sur la densité et l'intensité du contrôle qui est exercé par les juridictions, ou que peuvent exercer les juridictions, sur les mesures qui, prises au nom de l'état d'urgence, de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé,
portent atteinte ou restreignent les libertés et les droits fondamentaux. Je vais simplement observer, pour conclure, que les libertés de l'esprit n'ont pas été touchées. Sauf erreur de ma part, aucune mesure n'a été prise qui frappait la liberté d'expression ou qui frappait la liberté de pensée ou la liberté d'information. Merci. Merci beaucoup, Antoine Jameau. Merci d'avoir réintroduit, et je pense de façon effectivement précise, qui aide à penser la situation, notamment autour de l'appréciation de l'exigence de proportionnalité. Et en t'écoutant, je me demandais, mais peut-être y aura-t-il lieu de discuter un peu plus de comment ce contrôle s'opère et comment notamment il est éclairé. Tu as évoqué incidemment des avis d'experts, et peut-être là le lien pourrait-il être fait avec le propos du docteur Audron en début de séance. Mais laissons ça pour tout à l'heure. Et je passe tout de suite la parole à Claude Gauthier pour son intervention. Donc, je rappelle que Claude Gauthier, vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, je voudrais commencer par une citation qui fera écho à une remarque du docteur Audron et que j'extrais d'un tract de Barbara Stiegler de la démocratie en pandémie qui vient de sortir. La conviction qui nous anime en prenant aujourd'hui la parole, c'est que plutôt que de se taire par peur d'ajouter des polémiques à la confusion, le devoir des milieux universitaires et académiques est de rendre à nouveau possible la discussion scientifique et de la publier dans l'espace public, seule voie pour retisser un lien de confiance entre le savoir et les citoyens, lui-même indispensable à la survie de nos démocraties. Alors, si j'ai choisi de prendre cette citation en exergue, c'est parce que je crois qu'effectivement, la question de l'unanimité des points de vue, ou la question de la divergence, ou de la diversité des points de vue, est une question qui se pose avec d'autant plus d'acuité que sous l'urgence et la pression des événements, on a tendance à sombrer parfois dans un unanimisme qui n'est pas toujours de bonne aloi. Donc, je voudrais tenir ici, parmi vous, un discours peut-être un tout petit peu différent. Alors, je ne suis pas juriste, hein, évidemment, je ne parlerai pas de ce point de vue, mais je voudrais donc, en tant que philosophe, m'attacher à décrire un peu comment je comprends l'énoncé qui constitue le lieu de nos échanges, à savoir le droit à la santé plus fort que les libertés fondamentales. Alors, il me semble tout d'abord, ça serait la première remarque que je ferai volontiers, que cet énoncé contient un paradoxe ou que du moins on peut l'interpréter de manière très différente selon le point de vue que l'on adopte. Alors, je m'explique. Tout d'abord, le syntagme droit à la santé, je suis très content d'avoir entendu l'exposé qui a précédé parce que je pense que ça donne un peu de l'eau à mon moulin, apparaît comme assez vaguement déterminé du point de vue de la formalisation juridique de ce que peut être un droit à la santé et à supposer qu'elle le soit, cette formalisation, elle ne concernerait que l'individu en tant que tel. Si donc ce syntagme a un sens, ce n'est pas pour les individus considérés, ça n'est que pour les individus considérés isolément. Or, comme il me semble qu'on peut le montrer, et notamment je m'appuierai sur ce point, sur les thèses assez classiques de Michel Foucault, parler de la santé comme l'objet d'une politique peut aussi avoir un sens si l'on se déplace du registre purement formel du droit individuel au registre politique de la gestion des populations. Ce n'est pas à l'échelle de l'individu que la question de la santé se pose d'abord pour les États modernes, en gros depuis le XVIIIe siècle, nous dit Michel Foucault, mais c'est bien à l'échelle des populations, c'est-à-dire des grands nombres, des séries. Le développement des statistiques, dont je rappelle que l'une des étymologies est l'ensemble des connaissances que doit posséder tout homme d'État. Donc, le développement des statistiques et des sciences de la population constitue un instrument particulièrement stratégique de gouvernement et il est corrélatif du développement de l'État-providence. Je ne reviens pas sur ce point qui est assez connu. Dès lors, parler de droit à la santé me semble égarant, car il confond deux niveaux d'analyse. Le niveau de l'individu, dont on ne peut pas dire au juste qu'il soit pertinent de parler d'un droit à la santé, même si effectivement il y a toute une histoire de la manière dont on peut reconnaître la nécessité d'entretenir la santé. Et sur ce plan, je crois qu'il faut bien distinguer ce qui relève de la politique qui vise les formes sociales de répartition, de redistribution, qui permettent l'accès à la santé pour le plus grand nombre. Mais de là à parler d'un droit à la santé, il me semble qu'il y a un pas et il me semble que les remarques que vous avez faites justifient cette prudence.
Et il y a ensuite le niveau de la population ou des populations dont on ne peut pas dire non plus qu'il soit pertinent de parler de droit à la santé, mais dont on peut dire plus justement que les populations font l'objet d'interventions politiques, les politiques publiques, dont la finalité est de préserver, de conserver, d'améliorer ce que Foucault appelle la vie des populations. Mais vous voyez bien ici que parler de la vie des populations, ce n'est pas du tout la même chose que parler de la santé des individus, même si on peut imaginer qu'il existe entre les deux plein de relations. C'est malgré tout différent, d'abord parce que le point de vue d'analyse n'est pas le même. D'un côté, le point de vue individualiste, de l'autre, un point de vue global et holiste. Ensuite, parce que la réalité sociale désignée n'est pas la même. D'un côté, elle est celle de la vie individuelle et subjective, de l'autre, elle est celle des flux et des volumes, pour reprendre une image que je n'apprécie pas trop, mais qui est celle de la vie nue d'Agamben. D'un côté, ce qui affecte la santé se décline à l'échelle de la subjectivité dans un rapport très singulier de la vie à la mort. De l'autre côté, la question de la mort est d'abord une affaire de statistique. Elle constitue, pour le dire en d'autres termes, une variable dont la valeur est strictement déterminée par les exigences de la vie de la population en général. Et c'est la raison pour laquelle, on pourra dire, du point de vue de la gestion des populations, qu'un certain seuil ou coefficient de mortalité est tolérable, là où, du point de vue de l'individu, la question ne peut pas se poser en ces termes. Et on retrouve ici, d'ailleurs, la question classique de la signification du chiffre statistique, selon qu'on en juge depuis le cas particulier du sujet ou depuis la population en termes de fréquence. La réalité sociale et le type d'expérience désignée ne sont pas les mêmes. Donc, pour revenir à la première partie de l'énoncé, il me semble que parler de droit à la santé est équivoque, et je verrai dans un instant de quelle manière on peut lever cette équivocité avec Foucault notamment. Parler des libertés fondamentales a sans doute un sens plus évident lorsqu'on est juriste, puisque l'on peut admettre qu'elle renvoie à l'ensemble des libertés formellement inscrites dans les textes constitutionnels, comme vous l'avez fort bien rappelé. Mais plus encore, il semble qu'il n'y ait pas à ce niveau de confusion possible entre ce qui relève de la qualification juridique de droits fondamentaux individuels et ce qui relèverait d'un autre point de vue d'appréciation. Sauf que, si j'ai bien correctement compris ce que vous avez évoqué à propos de la notion d'objectif de valeur constitutionnelle, il me semble bien qu'on ait là quelque chose qui réintroduise une certaine indétermination entre le niveau individuel des droits fondamentaux, d'une part, et d'autre part, le niveau décisionnaire d'une politique publique qui aurait vocation à identifier des fins globales dont la réalisation peut momentanément ou provisoirement contredire la préservation des droits fondamentaux. Au motif, cela va de soi, que cette négation se trouve toujours justifiée dans la préservation future des dits droits. Alors, au-delà de ce point, il semble que la question des droits fondamentaux, dans le contexte de la crise sanitaire, devient problématique dès lors qu'à la faveur des différents confinements, il se trouve heurté, contredit, pour ne pas dire limité, par les exigences politiques de la gestion des populations. Ce que je veux dire, pour ne prendre qu'un exemple, c'est que ma liberté d'aller et venir se trouve très clairement bornée en état d'urgence au motif que, du point de vue des populations en général, cette limitation a vocation à produire un résultat global qui est positif, celui de la diminution des taux de mortalité ou de la rapidité de la diffusion de l'épidémie. En clair, celui d'une augmentation de la vie des populations. Alors, pour en terminer avec ces considérations un peu liminaires, on voit bien ici que ce qu'il y a de problématique dans l'énoncé à discuter, c'est que d'un côté, on adopte le point de vue du sujet ou de la population, de l'autre côté, et que donc la tension entre ces deux exigences, celle de la préservation de la santé individuelle d'un côté et celle de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'autre, va se décliner différemment. Au seul niveau de l'individu, il apparaît que l'on puisse discuter la pertinence de la détermination de la santé sur les droits fondamentaux. Après tout, il relève de chacun
la libre appréciation du risque encouru pourvu que l'on préserve la possibilité d'aller et venir. C'est une manière possible de poser la question. Au niveau global des populations, la préservation de la vie en tant que réalité globale, la préservation du bios enveloppe la possibilité de certaines restrictions, de certaines limitations que l'état d'urgence sanitaire vient ici légitimer. Mais au risque de choquer, rien là qui ne soit contradictoire avec les requisites fondamentaux de la gestion libérale des populations. Alors je voudrais désormais, et dans le cadre de cette interprétation des termes du sujet, revenir sur la problématique classique mais importante de Michel Foucault à propos de la constitution moderne de la rationalité étatique et de la mise en place de ce qu'il a désigné par la biopolitique. Alors, je ne fais pas ce détour par simple érudition, je souhaite simplement montrer comment on peut entendre, une fois encore, les termes de cet énoncé que l'on discute. Alors, je m'appuie ici sur le premier volume de l'histoire de la sexualité, paru en 1976, dans sa première édition, et plus précisément dans le chapitre 5, intitulé « Droit de mort et pouvoir sur la vie ». Alors, dans ce chapitre, Michel Foucault propose de styliser le changement de rationalité du gouvernement politique des conduites humaines. Je le cite, « Au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre, à l'âge classique, c'est substituer un pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort, à l'âge moderne. » Alors, le biopouvoir qui se substitue, selon Michel Foucault, à la souveraineté classique, laquelle était caractérisée par le droit de vie et de mort du souverain sur ces sujets. Et là, je vous renvoie notamment, si ça vous intéresse, à Surveiller et punir, qui est un autre texte de Michel Foucault et qui, notamment, s'ouvre sur la description du supplice de Damien, qui est la dernière manifestation sous Louis XV de cette souveraineté étatique qui s'exerce de manière classique, entre guillemets. Alors, cette nouvelle rationalité ou biopolitique, elle va s'exercer dans deux directions, ou plutôt sur deux niveaux. Toujours, je glose le texte de Michel Foucault. D'une part, il y a ce qu'il appelle encore une anatomopolitique du corps humain, qui est d'ordre disciplinaire et qui concerne l'individu, sa santé, ses capacités productives. Et de l'autre côté, il y a ce qu'il appelle à proprement parler une biopolitique, qui traite les masses et non les individus dans leur existence biologique. Le premier plan d'intervention est individualiste, si l'on veut. Ce n'est pas le vocabulaire de Foucault, mais il est très clairement explicite. Le second niveau d'intervention est global. Il est politique, au sens de holiste, et ce n'est pas non plus le vocabulaire de Foucault. Dès lors, avec le changement de rationalité, dans l'exercice de la souveraineté, c'est une autre manière de traiter l'existence humaine qui se met en place. Celle-ci n'est plus juridique, mais elle devient biologique. Pour le dire encore plus abruptement, et en citant Foucault, je le cite, « On tue légitimement ceux qui sont pour les autres une sorte de danger biologique. » Donc il le disait à propos de la question de la peine de mort, dont il apparaissait qu'elle était une trace de l'ancienne souveraineté, mais je crois qu'on peut comprendre cette affirmation dans toute sa brute actualité. La question de la mort, du point de vue de la biopolitique, c'est-à-dire du point de vue holiste du gouvernement des populations, trouve sa justification dans les exigences de gestion de la conservation biologique des populations. En quoi? C'est bien le bios qui devient premier et qu'il est une propriété non pas exclusive des individus, mais de la population. Ce que dit encore et sous une autre forme Michel Foucault, que je cite, « C'est sur la vie maintenant et tout au long de son déroulement que le pouvoir établit ses prises. La mort en est la limite, le moment qui lui échappe. Elle devient le point le plus... » Alors, il y a dans les locaux où nous nous trouvons à Lyon, eu, semble-t-il, une coupure technique et nous pensons que les auditeurs et les auditrices sont maintenant à nouveau avec nous. Vous serait-il possible de le confirmer dans le chat, s'il vous plaît? Nous vous entendons. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre confirmation. Et en nous excusant auprès de Claude Gauthier, nous vous rendons la parole. Merci beaucoup. Donc, je repars de la citation de Foucault. L'un des pôles a été centré sur le corps comme machine, son dressage, la majoration de ses aptitudes, le culte de la performance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est particulièrement
développé, l'extorsion de ses forces, la croissance parallèle de son utilité et de sa docilité, son intégration à des systèmes de contrôle efficaces et économiques, tout cela a été assuré par des procédures de pouvoir. Pour définir le second niveau, Foucault affirme ainsi: le second, qui s'est formé un peu plus tard, vers le milieu du XVIIIe siècle, est centré sur le corps espèce, sur le corps traversé par la mécanique du vivant et servant de support au processus biologique. La prolifération, les naissances et la mortalité, le niveau de santé, la durée de vie, la longévité, avec toutes les conditions qui peuvent les faire varier. Au fond, Michel Foucault peut définir de manière très générale ici l'institution de cette nouvelle rationalité politique de l'État moderne, tout à la fois comme étant disciplinaire, en ce qu'elle valorise le corps biologique individuel, tourné vers la performance, et comme biopolitique, en ce qu'elle se constitue également en une technologie de gouvernement, dont la fonction n'est sans doute plus celle de tuer, mais d'investir la vie de part en part. C'est ainsi que s'ouvre ce qu'il appelle encore, quelques pages plus loin, l'ère du biopouvoir. D'un côté, des régulations de population par la démographie, les rapports entre ressources et habitants, en gros l'économie, bref, le développement de toutes ces sciences de gouvernement, ces sciences camérales, et de l'autre côté, les institutions de discipline et d'administration des corps, les écoles, les collèges, les casernes, les ateliers, les couvents, etc. Tout ce qui participe de cette subjectivation disciplinaire, et qui permettent l'intériorisation, l'incorporation des normes ou de normes de conduite, qui façonnent, bien sûr, la nouvelle figure de l'individu. On se retrouve donc ici, au moins sur le plan de la perspective foucaldienne, à l'articulation, qui peut devenir tension, voire contradiction entre ces deux niveaux d'analyse, ou, dans les termes de Michel Foucault, entre les deux niveaux politiques d'intervention, l'individu avec la discipline, les populations avec la régulation et le contrôle des flux. Alors, à partir de ce bref et trop rapide rappel de la thèse majeure de Foucault, parce qu'elle a informé et impulsé nombre de recherches sur ces 40 dernières années, je crois qu'on peut maintenant relire l'énoncé qui nous a été proposé à la lumière de ces précisions. Et pour ce faire, je voudrais revenir sur le sens que l'on peut donner à la locution adverbiale plus fort. Et il me semble que celle-ci peut se comprendre comme l'expression d'une limite, ou pour le dire plus rigoureusement, comme l'expression d'une détermination du bios, la vie humaine, par la zoé, la vie biologique. C'est de manière plus radicale ce qui définit d'ailleurs la position d'Agamben lorsqu'il affirme, depuis longtemps d'ailleurs, que l'exceptionnalité de l'état d'urgence est devenue la règle. Je n'épouse pas ces positions, mais il me semble intéressant, en revenant plus strictement à Foucault, de comprendre que finalement, l'énoncé à discuter, le droit à la santé plus fort que les libertés fondamentales, dramatise, en quelque sorte, cette tension entre les deux orientations de la forme moderne de la souveraineté étatique, qui fait de la gestion de la vie l'une de ses préoccupations premières. Deux orientations dont l'une disciplinaire fait du bios son objet privilégié au travers de toutes les institutions qui participent à la disciplinarisation des corps et de la nouvelle fabrique des subjectivités libérales. De l'autre, une intervention régulatrice qui fait de la vie nue, du zoé, la matière première de son intervention. Alors, de quelle manière cette tension peut-elle être gérée ? J'aurais envie de dire, puisqu'on en est aux références historiques, que pour cela, on peut avoir une idée, en tout cas, une hypothèse, en se rapportant au texte classique, fondateur de la conception moderne de la nouvelle souveraineté, qui est le texte du Léviathan de Hobbes, évidemment, où ce qui est inscrit au cœur de la problématique, le fameux passage de l'état de nature vers l'état de société, c'est bien évidemment la question de la limitation des droits, de la limitation de ce qui, du point de vue des droits naturels, caractérise l'individu comme être libre, rationnel et égal. Donc, on a ici l'origine de cette problématique qui met en tension la liberté et la sécurité. Et je crois que d'une certaine manière,
l'énoncé qu'il nous fallait discuter et les discussions qui viennent d'avoir lieu montrent que c'est toujours, même à propos de l'état sanitaire, la vieille question qui est à l'origine de l'histoire des conceptions libérales de l'État et qui traverse toute l'histoire, je dirais, empirique, hein, des formes étatiques incarnées, que celle de la tension entre liberté et sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claude Gauthier, pour votre intervention qui aide, je pense, en s'attachant finalement au terme, à l'énoncé de la rencontre du jour, nous aide à pointer un certain nombre de questions et aussi, me semble-t-il, et j'ai été assez frappé par ce point, devrait peut-être nous conduire pour ouvrir ou commencer cette séance d'échange à peut-être clarifier entre vous deux, pour commencer, peut-être le point auquel ou le niveau auquel se situe l'analyse, les analyses que vous avez l'un et l'autre proposées. Et peut-être en me tournant vers Antoine Jameau pour engager ce dialogue entre vous deux. Finalement, Claude Gauthier, vous avez posé cette question, ou peut-être cette question de est-ce exact de parler de la santé? Est-ce que cette formule est équivoque? Évidemment, j'ai eu en tête que Antoine Jameau s'était peut-être placé sur un registre un peu différent, qui n'est pas de savoir s'il existe véritablement quelque chose comme la santé ou quelque chose qui serait unitaire, mais comment le droit, en tant que technique de régulation, le saisit. Donc, ça conduit à deux questions pour Antoine Jameau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il existe un droit à la santé? Est-ce que ça veut dire que simplement il y a des énoncés dans le droit de la République française qui comportent ces termes, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Et puis, est-ce que le droit saisit cette double dimension que Claude Gauthier a pointée, cette dimension du sujet et cette dimension de la population? Je pense que ce qu'a dit Claude Gauthier renvoie à une discussion qui est classique dans le domaine juridique, qui est celui de la pertinence, l'utilité, même carrément, de la reconnaissance de droit à. Les droits à, droit à l'emploi, droit au travail, droit à la santé, droit à la culture, droit au bonheur, en cas échéant, dans la mesure où on sent bien que la consécration textuelle dans un énoncé qui a vocation à servir de référence pour décider dans les litiges, car c'est ça la nature de la normativité juridique, paraît impuissant à assurer que chacun bénéficie effectivement de l'émolument qui correspond à ce droit, puisse exiger de la puissance publique, puisse exiger un rétablissement de sa santé ou les moyens pour établir sa santé. Donc, il me semble que le déplacement qui a été réalisé par notre intervenant philosophe, et il est indispensable et très utile. J'ai un peu regretté de ne pas consacrer du temps à revenir aux deux bouquins qui rappellent les temps de la jeunesse, les bouquins de Michel Foucault, parce qu'effectivement, on a là la mise en évidence du caractère un peu vain, franchement artificiel du discours juridique, du discours législatif qui essaie de construire le monde et qui parvient quand même grosso modo à l'ordonner. C'est un peu ça la magie du droit. Donc, j'ai trouvé que l'observation initiale, notamment, était tout à fait pertinente, tout à fait percutante. Au fond, ce qui a été dit par la suite donnerait peut-être une clé pour comprendre, mais à l'insu du plein gré des auteurs de la formule, la pertinence du syntagme objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. On se garde de parler de droit à la santé, on parle d'objectif de valeur constitutionnelle, effectivement, qui tente à souligner le caractère, au fond, global de la considération que doit avoir le pouvoir alors de faire ses choix. Donc, j'ai trouvé dans l'intervention de notre philosophe une raison de trouver utile les formules qui sont maniées par le Conseil constitutionnel, notamment, par le Conseil d'État, quand il mesure
la validité, la constitutionnalité ou la légalité de dispositions qui sont contestées devant eux, à l'aptitude à trouver une justification dans cet objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Objectif qui est très facilement, enfin, satisfaction d'objectif qui est assez facilement reconnue par les deux juridictions en question, qui, bon, dans la plupart des décisions qui ont été rendues ces derniers temps, trouvent que oui, il ne discute pas compte tenu des chiffres, des avis d'experts, du conseil scientifique, de la haute autorité de santé, etc. Bon, il y avait bien lieu de prendre ce type de mesures. Et en même temps, bon, objectif de valeur constitutionnelle, il s'agit globalement donc de gérer la société ou à un niveau de la société, et plutôt que d'assurer la satisfaction d'intérêts individuels qui sont normalement au cœur de la reconnaissance des droits subjectifs. Mais d'ailleurs, je trouve intéressant à cet égard, il vient sur le champ, la décision qu'il y a dans le langage du droit et des juristes à se prononcer, la difficulté qu'il y a à se prononcer sur le point de savoir si une prérogative qui est reconnue par le Conseil constitutionnel, par exemple, c'est un droit ou c'est une liberté. On dit droit et liberté fondamentaux. Maintenant, c'est la terminologie qui est retenue. J'ai connu les libertés publiques, puis après les droits fondamentaux. Maintenant, c'est les droits et libertés fondamentaux. Alors, s'agit-il de droits, c'est-à-dire de prérogatives qui sont reconnues dans un objectif strictement égoïste, ou s'agit-il de liberté, c'est-à-dire un certain état institutionnel dont chacun est invité, dans la mesure où il le peut ou il le veut, à bénéficier. On participe à l'exercice d'une liberté, on n'est pas vraiment titulaire d'une liberté alors qu'on est titulaire d'un droit. Et il m'a semblé que dans ce que vous avez dit, il y a peut-être un élément pour essayer de donner sens à l'interrogation autour de cette évolution terminologique. Merci Antoine. Vous voulez réagir ? Non, là, je suis assez... Alors, merci pour cette réponse, Antoine. Je rappelle aux auditeurs et auditrices la possibilité de déposer des questions dans le chat et dans le module de questions-réponses. Alors, pour vous laisser le temps d'ajouter quelques questions supplémentaires, je crois qu'il y en a quelques-unes auxquelles nous allons venir dans un instant. Je voudrais amener une autre des questions sous-jacentes, je pense, à vos deux interventions, et sur laquelle peut-être j'aimerais avoir votre point de vue, et si le docteur Redron veut également prendre la parole, ainsi que le bâtonnier des gars, c'est tout à fait possible, et ainsi que Thierry Fournier. La question finalement de l'équilibre, de la conciliation qui est au cœur de la séance du jour, comment venir l'éclairer? Comment venir éclairer cette conciliation? Vous avez dit, Claude Gauthier, qu'il y avait une diversité des points de vue, qui évidemment pose la question de savoir quelles sont les formes de délibération qui donneraient légitimité à la conciliation ainsi opérée. Et puis une question qui a été posée dans le chat porte sur l'existence d'une position de l'ordre des médecins. Et donc, on voit que finalement, la question qui nous occupe est également porteuse conduit un peu à se déplacer vers les formes de délibération, les formes d'échange et surtout les types de connaissances qui doivent être prises en considération pour réaliser la conciliation équilibrée évoquée par Antoine Jameau tout à l'heure. Est-ce que vous voulez réagir à ce sujet, Claude Gauthier? Oui, alors donc, je pense que c'est une question qui est extrêmement compliquée. Aujourd'hui, la question de l'expression publique des différences de points de vue est une question extrêmement importante et on le voit bien puisque lorsqu'on s'intéresse un peu à l'actualité, un peu plus que dans les journaux quotidiens, mais à l'actualité des débats qui ont lieu dans les communautés scientifiques, et notamment médicales, biologiques, on ne peut être que frappé par la diversité des points de vue, par la diversité des positions et par la diversité des préconisations. On est donc dans une situation où le recours à la connaissance, au savoir, est malgré tout problématique, non pas au sens où il n'a pas de solution à nous donner, mais où il est important que nous entendions les différences de points de vue. Or, là aussi, on est dans une structuration de la logique de décision qui enferme en quelque sorte cette diversité dans des structures qui ne sont pas toujours très transparentes, ni très
public, au sens de la publicité, au sens de l'histoire de la publicité, et qui font qu'on a un peu l'impression que ces décisions nous viennent d'en haut de manière un peu comment dirais-je, verticale. Alors, je crois qu'un des signes forts de notre démocratie, c'est précisément de réinstaurer, et c'est pour ça que je citais Barbara Stiegler en préambule, de réinstaurer la transparence des discussions. Et je crois que quand on s'intéresse un peu à l'histoire des Lumières et à l'histoire de nos institutions démocratiques, cette exigence de la transparence des débats publics, y compris des débats scientifiques, parce que là, ce sont des débats qui nous intéressent au premier chef, puisque c'est quand même de la santé publique qu'il s'agit. Eh bien, cette question, elle est importante. Alors, moi, je comprends tout à fait le point de vue de ceux qui sont en première ligne, hein, qui ont à se battre avec des réalités qui sont extrêmement dures et extrêmement... Surtout que il est possible aussi de réfléchir sur la manière dont se construit l'ajustement entre les moyens et les objectifs, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a quand même, malgré tout, suffisamment de divergences de point de vue pour que ces divergences puissent être publiquement indiquées pour relancer aussi un peu le débat et donc la confiance qu'il peut y avoir. Voilà. Merci. Donc, transparence, peut-être Antoine, je vais te donner la parole dans un instant, mais je pose sur la table tout de suite la question de la transparence dans le cadre de l'appréciation du Conseil constitutionnel, où l'on parle volontiers de portes étroites, peut-être cette formule. En fait, moi, je pensais aussi au Conseil de sécurité. Oui, bien entendu, au Conseil de sécurité, par exemple au comité d'experts qui entoure le gouvernement, mais je pointe cette dimension plus spécifique au Conseil constitutionnel pour Antoine. Mais j'ai vu dans le chat une question qui me semble être adressée plus particulièrement, mais si tu veux bien, Antoine, laissons-la de côté quelques instants, parce que si le docteur Eudron le souhaite, j'aimerais l'interroger sur cette diversité des préconisations que Claude Gauthier vient d'évoquer. Est-ce que, de votre point de vue, nous assistons à une... Est-ce que finalement c'est la science normale qui est rendue publique, c'est-à-dire que les divergences de vues entre médecins, c'est de toute façon quelque chose qui existe toujours, mais qui n'est pas rendu visible par le public, ou est-ce que la situation est particulière de ce point de vue aujourd'hui, non seulement par sa mise en visibilité, mais aussi substantiellement par le degré de divergence de vues entre vous et vos collègues, entre les différents spécialistes de la science médicale? Non, moi, je crois clairement que la différence qu'il y a, c'est les médias qui mettent le focus sur des choses particulières, mais la discussion et la controverse, c'est quelque chose qui existe, qui fait avancer la science. Et puis, quelquefois, il faut des dizaines, des vingtaines d'années pour qu'on sache quelle était, en fait, la bonne opinion. Et ça paraît une évidence 20 ans après, mais au moment où la discussion a lieu, ce n'est pas du tout évident. La discussion me paraît normale. Ce qui n'est pas normal, c'est la caricaturisation de la discussion par les médias. C'est le fait que les médias mettent le focus en fait sur des points pour essayer de faire monter les passions, d'essayer de trouver des controverses agressives. Ça, c'est pas normal. Et pour répondre à une des questions qu'il y avait sur le chat, la liberté de parole, elle fait partie des besoins de l'évolution de la science. Ça fait partie. Si on n'a pas le droit d'avoir une opinion divergente, on va avoir une science sclérosée qui ne pourra plus avancer. Et la liberté de prescription, puisque c'était l'autre terme de la question, elle existe pour les praticiens. Elle existe, mais il faut quand même qu'on puisse justifier sa prescription. C'est dans le code de déontologie, c'est-à-dire que justifier la prescription, ça veut dire simplement, pour faire la différence entre les charlatans et puis les gens qui s'appuient sur des données, qui sont des données qui seront peut-être contredites 3 mois après ou 6 mois après, mais qui s'appuient sur des données. Et après, il est normal que les opinions soient divergentes, que les gens se déchirent, s'entretuent quasiment, mais pas en public. Le fait de le faire en public, ça met une confusion dans la population générale, et puis on va voir juste les oppositions, les invectives, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La science, elle se fait progressivement, avec des controverses, dans les journaux à comité de lecture, mais on pourrait dire plein de choses sur les journaux à comité de lecture. Mais ça se fait doucement, entre spécialistes qui finissent par adopter le point de vue qui paraissait le meilleur. Merci, c'est intéressant que votre dernière observation met le doigt sur la tension entre transparence et confiance, dans le fond. Les divergences de vues qui peuvent s'exprimer entre spécialistes est à la fois éventuellement source de troubles
Et l'absence de mise en visibilité des divergences est aussi un facteur d'affaiblissement de la confiance. Donc il y a là une difficulté, je pense, objective, à laquelle il n'est pas simple de trouver une solution. Il y a une difficulté, mais en général, ça se passe très bien, puisqu'il y a l'opinion publique et les médias qui ne viennent pas regarder tout ce qui se passe. Donc, en pratique, c'est des choses qui se décantent progressivement aux spécialistes. Merci pour votre réponse. Je voudrais me tourner maintenant vers deux questions qui sont posées dans le chat et qui, je pense, s'adressent plutôt à Antoine. Alors, je ne vous cache pas qu'il est assez difficile de prendre connaissance des questions en même temps que j'écoute ce qui se dit. Donc, est-ce qu'Antoine, tu as pu les lire? Non, d'accord. Alors, oui, la dernière. Alors, une question qui concerne, je vais m'autoriser à en donner lecture, je pense que c'est plus simple plutôt que d'essayer de le résumer. Le problème n'est-il pas que le droit à la santé est concilié avec d'autres droits par le gouvernement, par ordonnance, et non par le législateur? Pourquoi ne pas demander au Parlement de discuter certaines mesures type couvre-feu, confinement? Est-ce uniquement une raison d'urgence alors que chaque chambre peut siéger et voter très rapidement? Donc, une question portant sur les prérogatives respectives du Parlement et du gouvernement, dans un contexte où le gouvernement, par ordonnance, est bien antérieur, sans doute, à la crise sanitaire actuelle. Et la deuxième question, je propose qu'on fasse un bouquet. Certaines mesures sanitaires, visioconférences imposées sans accord des parties, ont fait l'objet d'un contrôle par le Conseil d'État, par le biais du référé liberté, et par le Conseil constitutionnel, par l'intermédiaire des questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil d'État avait jugé en mars 2020 que la mesure n'était pas constitutive d'une atteinte manifestement grave et illicite à une liberté fondamentale. En janvier 2021, le Conseil constitutionnel a quant à lui décidé que la même mesure portait atteinte au droit de la défense. Il me semble que cela pose un problème de sécurité juridique. Alors, le fait que la jurisprudence soit évolutive, le fait que les décisions puissent être éventuellement partiellement divergentes, voire dans certaines circonstances qui sont contradictoires ou en tout cas difficiles à concilier. Voilà deux questions, Antoine, je pense, auxquelles tu pourrais donner quelques éléments de réponse. Oui, je vais commencer par la seconde, qui me semble plus simple. La machinerie juridique a ceci de remarquable que finalement, les antinomies, les contradictions entre les parties prenantes ou les parties intervenantes s'effacent par le jeu institutionnel. Le Conseil d'État avait laissé passer la disposition sur la possibilité de recourir à la visioconférence dans les juridictions pénales autres que criminelles, même en défaut d'accord des parties. Le Conseil constitutionnel, intervenant à son heure dans un autre cadre, met à néant la disposition. Il y a un problème, oui. Le droit a changé. Ce n'est pas vraiment un problème de ce qu'on aime appeler aujourd'hui la sécurité juridique, dont on fait grand cas. Mais au fond, la question, elle est résolue par le jeu respectif, l'exercice respectif des pouvoirs par les institutions en cause. Alors, l'autre question, oui, moi, il me semble que le gros problème que posent les restrictions, j'emploie à dessein ce terme, qui me semble le plus exact, les restrictions apportées aux droits et libertés fondamentaux, c'est moins celui des restrictions que celui des conditions dans lesquelles elles sont posées. Et c'est vrai qu'on assiste, c'est banal de le dire, aujourd'hui, on assiste à une concentration des pouvoirs, des compétences entre les mains de l'exécutif. Et il y a même une espèce de surconcentration. C'est la présidence de la République, alors que dans la Constitution, la politique de la nation, elle est déterminée et conduite par le gouvernement. Alors évidemment, c'est une marque supplémentaire de présidentialisation, mais je trouve que là est la vraie question. Comment ces mesures sont-elles arrêtées? Au terme de quel débat? Entre quels partenaires? Ce n'est même pas les partenaires qui exercent la représentation nationale dont on sait les imperfections. C'est des gens de l'exécutif avec un rôle singulier de personnes qui participent à ce comité de crise. Donc, je crois que là est la vraie question. Alors, évidemment, l'objection, c'est il faut faire vite. Il faut faire vite, mais on fait valoir aussi, il me semble avoir vu ça quelque part, qu'il ne faut pas que les termes du débat se sachent trop. Pour ne pas affoler les populations ou pour ne pas donner le sentiment qu'il y a des contradictions, il y a des différences de point de vue. Bon, je trouve qu'on en soit là pour justifier ce type de glissement,
dérapage est un peu navrant. Mais alors la question, comment peut-on imaginer que l'Assemblée nationale et le Sénat soient les auteurs des mesures restrictives, au terme de débats qui servent, certes, peuvent être faits grâce d'ailleurs aux nouvelles technologies. Hein. Ça se pétalisait, circule très vite, les textes sont rédigés dans leur état de vote de manière extrêmement rapide. Bon, mais ça aussi, ça tient au fait que les détenteurs du pouvoir législatif ne sont peut-être pas suffisamment vigilants. Qui participe à l'élaboration de la décision? Une question qui a été posée dans le chat très en amont de notre discussion au début de la séance portait sur la place des patients. Dans quelle mesure les patients sont-ils associés par le biais d'éventuels représentants? Je ne sais pas si, Dr Audron, vous avez un point de vue sur cette question, puisque effectivement, beaucoup de voix se sont exprimées pour souligner l'absence de la société civile, qui est souvent une formule un peu large et un peu lâche aussi pour désigner des acteurs non institutionnalisés ou faiblement institutionnalisés, hormis par la voie de l'association. Qu'en est-il de votre point de vue de la possibilité, de la pertinence de donner voix, et si oui, par où, par quel canal, à cet autre indéterminé que sont les patients? Alors, il y a déjà, dans le cadre de ce qu'ils appellent au niveau administratif de démocratie sanitaire, les patients qui arrivent dans toutes les commissions, dans tous les comités théodule. En général, les représentants des patients, ce sont d'anciens professionnels de santé ou directeurs d'hôpitaux, quelquefois des représentants d'associations dont les financements sont un petit peu, pas opaques, mais téléguidés par l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est très bien que le patient prenne en charge sa santé. Il y a des associations qui sont tout à fait sérieuses, qui font de la communication, de l'éducation, de la formation. Il y a aussi il y a un maquis d'associations qui sont un petit peu bizarres. Dans les commissions comme l'IRAPS, les choses comme ça, c'est-à-dire que les commissions où on essaye de réfléchir sur la pertinence des soins, il y a des associations d'associations, des groupements d'associations qui sont très efficientes, effectives et qui comprennent très bien les choses. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais quand on arrive sur les discussions scientifiques, ils écoutent plus qu'ils ne participent. Je crois que dans le sida, il y avait eu toute une frange d'associations qui avaient été moteurs pour les prises de décision, pour le financement. Mais dans la médecine tout venante, il n'y a pas la puissance des associations pour le sida. En pratique, alors ça, je vous parle de l'organisation générale de la médecine, hein, mais c'est-à-dire les réunions avec les ARS, avec les unions, avec l'ordre, c'est des choses qui sont structurelles, quoi. Mais en pratique, dans le tout venant, quoi, dans la pratique quotidienne, on n'a pas affaire aux associations de patients. Il y a très peu de patients qui sont représentés ou qui s'adressent juste dans les maladies rares, dans les pathologies spécifiques comme le diabète, choses comme ça, les opérés du cœur. Enfin. Mais il y en a très peu qui s'intéressent à ça. Par contre, ceux qui sont dedans sont motivés et sont un moteur pour y réfléchir, pour aller plus loin. Oui, la place des associations de patients dans le domaine médical, elle est évidemment pas nouvelle du tout, au point que certains ont parlé pour certaines associations d'expertise interactionnelle, la capacité pour les associations d'interagir, non pas de produire des connaissances nouvelles, mais d'interagir de manière informée avec les spécialistes. Et donc, l'une des difficultés, sans doute, est le fait que nous ne disposons pas tout simplement d'un recul suffisant pour que cette expertise interactionnelle et expertise tout court des spécialistes ait pu véritablement se développer dans un contexte évidemment très évolutif. Donc, merci beaucoup, Dr Audron. Peut-être j'ai l'œil sur la montre et je ne voudrais pas que nous refermions la séance sans avoir donné la parole à Thierry Fournier pour, d'une part, une question qui était adressée dans le module questions-réponses à laquelle vous avez donné une réponse par écrit, donc peut-être une question qui portait sur la façon dont vous avez choisi les épitaphes dans l'œuvre Grave. Donc peut-être vous pouvez en dire un mot oralement pour
Et puis réagir peut-être, si vous le souhaitez, à différents aspects qui ont été évoqués. Il me semble que certains sont très connexes avec votre propos, en particulier sur la gouvernementalité, et voilà, peut-être des réactions plus générales. Oui, tout à fait. Merci de me redonner la parole. Alors, en effet, peut-être pour répondre assez rapidement à la question qui a été posée, qui est très intéressante, hein, enfin, concernant cette pièce, en tout cas, qui est comment sont choisis les épitaphes. Les épitaphes sont choisies comme un corps qui essaye de parler. Elles ne sont pas écrites avec une vocation poétique, elles sont écrites littéralement comme un processus qui essaye de s'exprimer, mais qui n'y arrive pas, quoi. Et il n'y arrive pas tout simplement du fait de sa propre règle, c'est-à-dire que puisque tout peut se réécrire, eh bien rien n'est jamais fini, en fait. C'est exactement comme ce que vous éprouvez quand vous écrivez un texte sur un traitement de texte. Finalement, vous pourriez ne jamais vous arrêter, parce que vous pouvez toujours recommencer. Et là, on est dans un contexte fictionnel, bien entendu, où la technique a pris le dessus sur toute chose, et où donc il est impossible de s'arrêter, en fait. On ne cesse de réécrire, de recommencer, de corriger, et c'est un peu comme si c'était en filigrane de ce texte, de ces épitaphes, l'être humain qui était en question, là, comme si on imaginait qu'on pouvait ne jamais cesser de le réécrire, de le perfectionner, de l'améliorer. Voilà. Donc, d'où le caractère extrêmement trivial de ces textes. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout des textes qui ont une vocation poétique, c'est des textes qui sont la voix d'un organisme qui essaierait de parler, quoi. Et en effet, en arrière de ces textes, il y a aussi l'ombre de Samuel Beckett, et notamment de ce texte qui est magnifique, qui s'appelle Cap au pire. En anglais, c'est Wordsworth, qui est vraiment consacré à l'impossibilité d'écrire, quoi. C'est de ce texte que sort la phrase « rater mieux », quoi, notamment. Voilà. Alors, bon, voilà, donc ça, c'est par rapport à la question qui était posée. Puis sinon, moi, j'ai trouvé vraiment ces échanges passionnants. Et la question est-ce que le droit à la santé est plus fort, liberté fondamentale, me fait vraiment penser à une autre séquence historique qu'on a vécue il n'y a vraiment pas longtemps et qui continue d'ailleurs en ce moment avec la loi sécurité globale, qui est est-ce que le droit à la sécurité est plus fort aussi que la liberté fondamentale? Et pourquoi je rapproche les deux? Parce qu'on a vécu les deux un peu sur le même modèle, avec un état d'urgence qui court-circuite, comme le disait la personne qui intervenait dans le chat, la discussion parlementaire. Enfin, je veux dire, il y a des similitudes comme ça, des situations que je trouve assez fortes entre ce qu'on a vécu, le terrorisme autour de 2015, et tout ce qui s'en est suivi, avec l'instauration d'un état d'urgence et des situations qui évidemment étaient légitimées par la lutte contre le terrorisme, mais qui ont aussi attaqué de manière très très forte certaines libertés publiques, et on n'en est toujours pas sorti. La preuve d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois hein, avec la loi sécurité globale, l'article 24 qui a été rangé temporairement, mais qui va ressortir bientôt, dans lequel on considère que oui, en fait, ça serait bien que les journalistes puissent s'exprimer, mais il serait bien aussi que les citoyens puissent s'exprimer, pas seulement les journalistes. Donc, je veux dire, ce débat-là est toujours présent, et il me semble que les deux sont très proches, en fait, qu'il y a vraiment une relation, là, pour le coup, en termes de démocratie, hein, je ne parle pas du tout de santé, hein, mais vraiment sur la question de comment est-ce qu'on arrive à préserver l'exercice de la démocratie, même quand on est dans une situation d'urgence aussi dramatique que le virus et que l'était aussi les attaques terroristes de 2015. Voilà, enfin, c'est la petite réflexion que ça m'évoque après, comme évoque ces débats, quoi. Merci beaucoup. C'est vrai que ce que vous pointez de façon pertinente, me semble-t-il, des points communs, peut-être même on pourrait dire un air de famille. Et à la fois, ça nous encourage à penser de façon un peu transversale différents événements. Et je pense également devrait nous encourager à essayer de voir la singularité de chacun d'entre eux pour peut-être ne pas non plus être tenté par des analyses trop englobantes ou trop transversales. Donc j'espère que cette séance a pu contribuer à cet double exercice de penser ensemble et de penser séparément. Et je voudrais d'abord adresser des remerciements très chaleureux à tous les intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui,
Remercier également toutes les personnes qui ont pu se rendre disponibles à distance pour suivre nos échanges et pour y contribuer par l'intermédiaire de la plateforme. C'est évidemment un mode d'interaction très dégradé, mais néanmoins qui nous a permis d'avoir quelques sujets de discussion partagés. Et je termine en annonçant que la 3e séance de ce cycle aura lieu jeudi 25 février 2021, midi 14h, aux mêmes horaires. Il convient de s'inscrire à cette séance pour recevoir par courrier électronique un lien de connexion. La séance numéro 3 sera intitulée « Retrouver le chemin des libertés ». Donc, ce n'est pas cap au pire, c'est retrouver le chemin des libertés. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup.